la présidente. Messieurs les ministres, monsieur le rapporteur général, chers collègues, oui, j'ai compris, et de la dette. J'entends la collègue, mais justement, revoilà donc l'épouvantail de la dette. Ce programme de stabilité est placé sous le signe de la réduction des déficits et de la dette comme objectif prioritaire. J'aimerais donc commencer par parler de l'objet du délit, c'est-à-dire de la dette. Globalement, ce que j'entends de différents bancs, c'est qu'il est admis de penser que les emprunts, c'est quand même nécessaire. La dette, c'est quand même nécessaire quand, par exemple, il faut répondre à la crise du Covid, quand, par exemple, il faut aider les banques pour répondre à la crise du subprime, même si je pense qu'il aurait fallu les nationaliser, quand, par exemple, il faut faire des investissements sur plusieurs années. Globalement, c'est admis. Alors, on nous dit, mais le problème, ce n'est pas la dette, mais c'est la charge de la dette. Bon, c'est une question étrange. J'ai entendu le ministre un peu la recommencer lui-même, parce que, très franchement, je ne vois pas comment on peut avoir de dette sans charge de la dette. L'un ne va pas sans l'autre de manière évidente. À ceux qui disent que cette charge nous coûte 70 milliards d'euros et qu'on ferait mieux de les mettre ailleurs, écoles, hôpitaux ou autres, je réponds, est-ce que vous êtes prêts à laisser les 2 950 milliards d'euros qu'ont permis justement ces charges ou pas? Et dans ces cas-là, il va bien falloir trouver l'argent pour les investissements quelque part. Je suppose que votre réponse sera non. On entend aussi des gens dire que si la dette redevient un problème, c'est parce qu'au fond, on n'a plus de taux d'intérêt négatifs. Alors, j'observe que les mêmes nous disaient pendant des années, quand il y avait des taux d'intérêt négatifs, que c'était déjà insupportable. Bon, au moins, ils sont dans leur contradiction. Les taux d'intérêt réels qui prennent en compte l'inflation, eux, restent négatifs, autour de moins 2,5 à moins 3% pour les obligations à 10 ans, et ils se stabiliseront à peu près à niveau égal par rapport à l'inflation à la fin de la période. Rapporter les valeurs absolues de la charge de la dette pour, encore une fois, j'allais dire, nous faire encore plus peur que nécessaire, en nous disant que ça passe de 35 milliards en 2021 à 70 en 2027, c'est oublier qu'en pourcentage du PIB, qui devrait être quand même la seule valeur que nous prenons comme comparaison, on passe en réalité de 1,9% du PIB en 2022 à 2% en 2027. Je ne dis pas que la chose n'est pas importante, mais l'on voit bien que si on prend en compte ça, qui tient compte de l'inflation, de la production, l'augmentation de la richesse nationale, on voit donc que les choses sont quand même plus à relativiser. Le deuxième problème, et c'est bien là le souci, c'est qu'on associe à cet épouvantail de la dette le fait en plus d'assumer de baisser des impôts. Or, comme le fait remarquer le Haut Conseil des finances publiques, on ne peut pas aujourd'hui baisser les impôts sans compensation, sinon effectivement on augmente les déficits. Bien. Donc il y aurait eu des choix, par exemple prendre l'impôt plus juste, revenir sur les cadeaux fiscaux qui ont été faits depuis des années aux plus riches, qui fait qu'aujourd'hui, 37 personnes les plus riches de France ont une pression fiscale de 0,26%. Je vous renvoie à l'étude de l'IPP qui va sortir en lien avec Bercy, et je pourrais en citer d'autres. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix, c'est de faire une baisse des dépenses publiques. Alors, tout de suite, disons les choses clairement, parce que le débat, c'est de l'austérité ou pas, mais vous voyez, finalement, c'est uniquement les dépenses publiques qui augmentent moins, etc. En réalité, vous le savez, il faut prendre le chiffre des croissances tendancielles. La croissance tendancielle qu'il faudrait des dépenses publiques faire face aux besoins de la croissance des populations, c'est, je prends le chiffre le plus faible, de 1,2% du gouvernement. À partir du moment où vous admettez une augmentation de 0,8%, qui ne sera même pas valable pour toutes les dépenses publiques, puisque dans le même temps, on nous explique, et c'est Pierre Moscovici qui l'expliquait, qu'à partir de là, une loi de programmation militaire à 413 milliards d'euros, ça fera moins 1,4% de dépenses en plus pour les autres services publics. Eh bien, on a 135 milliards de dépenses publiques d'ici 2027 qui vont disparaître. Bon, je dois dire que je ne sais pas dans ces cas-là comment on règle le problème des hôpitaux, le problème du logement, absolument énorme dans notre pays et qui vaut largement un quoi qu'il en coûte, le problème de la santé et le problème évidemment de la bifurcation écologique, car je continue à dire que la dette écologique est bien plus grave pour les générations à venir que la dette financière aujourd'hui, parce que celle-là, on ne pourra jamais l'annuler, la reporter, l'étaler, etc. Bon. À partir de là, se pose donc la question de savoir comment on fait. Nous pensons qu'il faut une grande réforme fiscale qui effectivement permet de redonner des recettes à l'État, alors même que depuis 2017, c'est moins 50 milliards par an et ça va encore augmenter si le gouvernement peut faire ce qu'il faut. C'est aussi revenir sur les 200 milliards d'aides aux entreprises. Ce n'est pas les aides aux entreprises que nous contestons, c'est quand elles sont sans condition. Et aujourd'hui, c'est 200 milliards cumulés, qui sont des dépenses fiscales pour partie inutiles, ou en tout cas qui ne se traduisent pas en impôts. Voilà donc ce que nous proposons, et j'allais dire que je reprendrai un petit peu la déclaration du ministre de la Défense l'autre jour en commission, qui nous disait
Pour la défense, il faut d'abord partir des objectifs concrets et ça doit précéder les contraintes budgétaires. J'allais dire que c'est vrai pour beaucoup d'autres domaines et qu'on devrait partir des besoins en matière écologique, sociale, en matière de services publics et à partir là déterminer le budget qui serait nécessaire pour les trouver. Je n'ai pas le temps de vous répondre, messieurs les ministres, sur la question des retraites. Je dirais simplement que vous le savez, l'INSEE et le FCE nous expliquent que la réforme telle que vous l'avez vue, ça sera 280 000 demandeurs d'emploi en plus d'ici 2027, une baisse sur les salaires de 3% et 110 000 personnes qui seront en plus aux minima sociaux. Je ne suis pas sûr que ça soit parfait pour le pays. Merci.